Bonjour Emmanuel Pirat, vous êtes avocat spécialiste de la propriété intellectuelle, conservateur du musée du barreau de Paris et également membre du Conseil national du barreau. Merci d'être notre invité. Vous publiez un livre étonnant, ça s'appelle « La liberté sans expression ». Pourquoi je dis étonnant? Parce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus de liberté d'expression? Je pense qu'il y a une liberté d'expression, mais qu'elle est grandement malmenée. Et que depuis le principe, on va dire, proclamé par la Déclaration des droits de l'homme en 1789, il y a eu beaucoup d'entorses, d'encoches. Et il n'y a pas que des attaques à coups de Kalachnikov, il y a des entorses qui sont commises par la loi en permanence, qui a inventé l'atteinte à la vie privée, la présomption d'innocence, les lois sur la santé publique, le fait de ne pas fumer à l'écran dans une bande dessinée, tout un tas de choses qui peuvent paraître comme des idées pétries de bonnes intentions. Oui. Il y a toujours une bonne idée derrière, et puis ça se traduit par la restriction d'un message, qu'il soit télévisuel, dans la presse écrite, dans un livre ou sous forme artistique. Ce que vous dites, c'est qu'avant il y avait plus de liberté, mais qu'aujourd'hui cette liberté est réduite au nom de l'intérêt public. Cette liberté est réduite au nom de la protection de tout un tas d'intérêts, de la santé publique, des minorités, mais aussi des majorités. Et puis de l'intérêt public qui prime sur les libertés individuelles. C'est vrai que dans un débat pour savoir si on doit avoir le droit en quelque sorte de fumer et le fait de montrer des gens en train de fumer, ce qui est légal, hein, éventuellement dans la rue, on préfère interdire par ailleurs le fait de montrer des citoyens en train de fumer dans la rue, ce qui conduit à des aberrations, au fait de retirer, je sais pas, la cigarette de Jean-Paul Sartre en train de fumer sur une affiche, Coco Chamel qui serait ou Tati avec sa petite cigarette pendant qu'il fait du vélo. Exactement. Ce sont des effets pervers très étranges, mais qui sont autant de petites atteintes à la liberté d'expression. Un principe donc qui nous est cher, mais que nous avons nous-mêmes malmené largement. Oui, alors on va dire donc, vous le dites vous-même, ce sont des petites atteintes, mais derrière ça, vous dites qu'il y a une grande atteinte à la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a une véritable menace sur la liberté d'expression? Oui, il y a une véritable menace, parce que ces atteintes aujourd'hui, moi quand je les compile et les recense en tant qu'avocat, j'en compte à peu près 400. Et 400 atteintes d'ordre très différents, toutes mélangées. Il y a des choses très très louables, la lutte contre le racisme, mais aussi des choses sur la vie privée des people, qui peuvent être amusantes, mais qui sont très anecdotiques et pas du tout de la même portée. Et tout ça est mis dans le même sac législatif et porté sur le même registre et sur la même valeur, et sont des atteintes de même valeur, quasiment que le principe, ce qui est très grave. Ça peut vous dire qu'avant on pouvait tout dire, c'est pas vrai. Vous avez, évidemment, vous savez par exemple, Harakiri, il y avait de nombreux procès contre les unes d'Harakiri. Depuis très longtemps, finalement, notamment la liberté de la presse est quand même très contrôlée. Bien sûr, elle est très contrôlée, elle a toujours été très contrôlée. Il ne faut pas se tromper. La loi sur la liberté de la presse en France, qui est celle de 1881, qui a été reprise par beaucoup de pays francophones dans le monde, est une loi qui dit en l'article 1, la presse est libre, et dès l'article 2 qui dit la diffamation, l'injure, l'offense au chef d'État, et tout un tas de choses qui restreignent largement cette liberté d'expression, cette liberté qui est proclamée. Oui, ça veut dire qu'on peut parler de censure dans ces cas-là? On peut parler d'une forme moderne de censure. La censure classique, c'est la censure, on va dire, c'est l'autodafé, le fait de mettre les auteurs en prison ou les journalistes au cachot. La censure moderne, elle est plus subtile. Elle se traduit par la possibilité laissée à des associations, quelles qu'elles soient, des individus, de porter plainte au nom de l'intérêt collectif. De dire, moi je suis choqué par tel propos, je n'aime pas telle caricature, je n'aime pas tel humoriste, je n'aime pas tel dessin, je n'aime pas tel article, je n'aime pas tel film, je n'aime pas telle œuvre d'art. On l'a eu. On a des films attaqués, on a des œuvres d'art qui sont attaquées, ce qui n'était pas le cas auparavant, et qui sont attaqués non pas en demandant que les livres ou les films soient interdits, mais en demandant des dommages et intérêts, qui font beaucoup plus de dégâts en réalité. Oui, alors on va vous dire, il s'agit de protéger, vous l'avez dit d'ailleurs, la liberté privée, la protection de la vie privée, et puis également un certain nombre de principes protecteurs finalement de la collectivité. On ne peut pas tout dire, vous avez cité notamment les propos racistes. Finalement, ça c'est plutôt une bonne chose? C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose de prendre en compte, évidemment, le fait qu'il y a des racistes et qu'il faut les combattre, le fait qu'il y a des négationnistes et qu'il faut les combattre. Après, il faut se poser la question de la façon dont on les combat. S'il y avait une vraie politique, menée contre le racisme, ça va peut-être être le cas cette année. Le gouvernement a envisagé des pistes, etc. Mais ce qu'on se contentait de faire, c'est de maquiller un petit peu le problème et de dire « nous allons réprimer les propos ». Mais ce n'est pas en réprimant les propos qu'on change, on va dire, les cerveaux ou qu'on fait changer véritablement les comportements. On ne fait que masquer une réalité. Oui, mais c'est nécessaire aussi quand même. Bien sûr, ça sert aussi, mais ça n'est pas suffisant. Et surtout, cela est très dangereux à partir du moment où c'est le seul instrument que l'on montre. Un autre exemple, on a voté il y a quelques années une loi sur la présomption d'innocence, qui consistait à dire qu'il ne faut pas que les individus soient présentés comme coupables tant qu'ils n'ont pas été définitivement condamnés. Donc on doit dire, non pas le présumé meurtrier, mais on doit dire le présumé innocent qui a un problème judiciaire et on verra ensuite. Et puis,
Le débat a été confondu avec des faits divers et variés. Je vous passe les détails que je raconte dans mon livre. On est arrivé à des lois qui interdisent aujourd'hui de montrer les personnes menottées ou entravées. On pense que c'est indigne et qu'on ne peut pas montrer quelqu'un qui est diminué. C'est plutôt une bonne chose aussi, parce que c'est quelqu'un qui est présumé innocent qu'on montre avec des menottes. Bien sûr, évidemment. Mais cela se traduit concrètement par l'impossibilité pour la presse, pour la télévision, pour les journaux de montrer aujourd'hui des menottes. Donc il n'y a plus de débat dans nos pays sur est-ce que ou non les gens sont menottés ou entravés, quel est l'état des prisons, quelle est la façon dont on se conduit physiquement dans les violences avec les gens qu'on arrête, etc. Le débat n'existe plus parce qu'on ne peut plus l'illustrer, on ne peut plus l'évoquer par des images. Donc c'est un vrai problème. D'un côté, on a pris en compte un souci qui était de ne pas montrer des gens réduits en état indigne, une sorte d'esclavage avec des menottes, et de l'autre côté, on a, sans faire attention, interdit toute expression. Très difficile. Autre débat, évidemment, la lutte contre le terrorisme. Il y a la loi sur le renseignement en France qui a donc été votée par l'Assemblée nationale, dont certains disent que c'est encore une atteinte à un certain nombre de libertés, mais nécessaire au nom de la lutte contre le terrorisme. C'est à la fois nécessaire de lutter contre le terrorisme. Il faut se poser la question simplement de savoir là encore quels principes on décide d'empiéter et de malmener au nom de cette lutte. Est-ce qu'on peut résoudre, par exemple, les problèmes que l'on a aujourd'hui avec des adolescents ou des jeunes gens qui sont très écervelés, qui ont confondu tout après les attentats horribles de janvier, les frères Kouachi, etc., et Koulibaly, qui se sont mis à dire, par exemple, à un chauffeur de bus, « Je vais vous tuer à la Kalachnikov ». Est-ce que quelqu'un qui a 16 ans, qui dit ça, est quelqu'un qu'on doit considérer comme un terroriste et mettre tout de suite en prison parce qu'il a fait de la provocation au terrorisme, ou est-ce qu'il faut le traiter, on va dire, peut-être avec des mesures éducatives, en pensant qu'il est à récupérer? Ce qu'on a traité comme solution, ce qu'on a donné comme solution, et ce qu'on donne comme solution avec la loi sur le renseignement, c'est de dire on condamne, on envoie en prison. Et moi, je suis persuadé, que dans 6 mois, ces jeunes gens qu'on aura mis en prison et qui sortiront dans 6 mois, on n'en fera pas des citoyens exemplaires. On en fera des brebis perdues pour la République. Mais par exemple, Dieudonné poursuivi pour avoir dit je me sens Charlie Koulibaly. Bien sûr. Certains ont dit il y a 2 poids 2 mesures. Ça n'est pas la même chose, Dieudonné et les jeunes gens égarés. Je pense que Dieudonné est un adulte majeur responsable qu'il faut traiter différemment d'un gamin. C'est-à-dire on a le droit de faire des caricatures, mais on n'a pas le droit, comme Dieudonné, de dire ce qu'il a dit. La difficulté, c'est que la loi permet de s'en prendre par une caricature, par des mots, à une idéologie, une religion, un parti politique, une croyance est une idéologie, selon la conception républicaine. On peut blasphémer en France et on peut aussi s'en prendre au communisme, au capitalisme, au libéralisme. Ça fait partie de la prise de parole libre. Là où il est interdit, en revanche, de déraper, on ne peut pas passer la limite, c'est quand on s'en prend à une communauté précise. Donc, par exemple, j'ai défendu Michel Houellebecq il y a une douzaine d'années dans des propos sur l'islam qu'on peut considérer comme éventuellement problématiques, mais que le tribunal a considéré comme possible parce qu'il s'en prenait à une idéologie et qu'il ne s'en prenait pas aux musulmans. En revanche, quand on a donc le cas de Dieudonné, il s'en prend non plus à une idéologie, mais à des individus qu'il nomme, à des communautés qu'il nomme. Il appelle à la haine contre des gens précis. Il n'appelle pas à s'indigner et à penser contre une autre. Voilà, c'est la pédagogie. Donc voilà les limites. Et cette limite, elle est importante à respecter. D'un côté, nous avons droit à un débat public qui consiste à critiquer des idéologies, mais nous ne devons pas nous en prendre et porter atteinte véritablement dans la chair à ceux qui sont nos concitoyens. Merci Emmanuel Pirat. Donc pour poursuivre ce débat, La liberté sans expression est publiée chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invité.